Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez donc ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. François Fillon l'a dit hier sur TF1, tous les justificatifs de travail de sa femme à ses côtés seront remis à la justice. Il renoncera à la candidature s'il est mis en examen, ce qui est quand même peu probable, évidemment, au regard du calendrier judiciaire. Mais le vrai juge dans cette campagne, vous le savez, vous êtes une élue, c'est l'opinion. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ça va faire pchit ? Écoutez, je pense que les explications de François Fillon étaient attendues et qu'il les a données avec force, avec solidité. C'est important parce que c'est évidemment ce qu'on attend d'un chef. D'abord nous, qui l'avons choisi dans le cadre de la primaire. Enfin voilà, on s'est rassemblés autour de lui à l'issue de la primaire et puis les Français qui vont être amenés... Vous qui étiez rassemblés autour de lui parce que vous avez été étonné, parce que vous les avez lus, parce que vous avez entendu, vous avez été troublé. Il fallait aussi vous expliquer à vous. Parce qu'il y avait un trouble et je pense que c'était important pour les Français que ce trouble soit levé. Donc cette solidité qu'il a marquée hier dans cette interview, c'était important. Et puis il y a autre chose dans cette interview, moi qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, tout simplement. Il y avait beaucoup d'émotions et je pense qu'elle a pu toucher les Français qui ont entendu beaucoup de choses ces derniers temps et qui, dans cette émotion, ont pu entendre tout simplement voilà, le ton de la vérité simple, après tout ce qui a pu être dit et tous les soupçons qui ont pu courir. Vous dites qu'il y avait un trouble, qu'est-ce qui vous a troublé ? Non, mais je vois bien qu'il y avait un trouble. Écoutez, les Français, ils parlent que de ça. Il y a un buzz énorme sur le sujet. On a manifestement, tout ça n'est pas innocent. Hein. On est à quelques jours d'un grand meeting. On est à quelques jours du vrai lancement de campagne. On est à quelques semaines de l'élection présidentielle. On se retrouve avec une polémique énorme sur un sujet. Au demeurant, d'ailleurs, on peut vraiment se demander pourquoi ça sort là, parce que c'est manifestement relativement ancien et probablement connu depuis longtemps par ceux qui ont voulu le sortir là. En tout cas, qui a voulu le sortir là? Hier, François Fillon parlait d'officine sur le plateau du 20h de TF1. Qu'est-ce qui est visé clairement pour dire les choses qu'on comprenne, parce que nous on comprend pas. Écoutez, j'en sais rien, mais personne ne peut penser que c'est innocent à quelques mois de l'élection présidentielle et à quelques semaines de l'élection présidentielle et à quelques jours du grand meeting de lancement de campagne. Certainement pas, mais donc... Non mais j'en sais rien. Moi je ne suis pas là pour accuser les uns et les autres. Je vous dis que personne ne peut penser que c'est innocent. La justice s'est saisie remarquablement rapidement. Moi, je crois qu'il faut espérer qu'elle fasse aussi rapidement son travail. En tout cas, François Fillon a dit avec la plus grande clarté, je crois qu'il a déjà fait déposer un certain nombre de documents. Il a dit avec la plus grande clarté les choses. Maintenant, moi j'ai aussi envie qu'on vienne au cœur de la campagne. Néanmoins, on va venir au cœur de la campagne. Parce que tout ça nous détourne bien aussi des actualités de campagne. Regardez, il y avait une semaine, il y avait la primaire du Parti Socialiste, ils n'ont même pas parlé de l'augmentation des chiffres du chômage. Mais on va venir au cœur de la campagne, mais il y a des sujets qui se posent et François Fillon lui-même a choisi d'en parler hier soir, donc c'est qu'il y a besoin d'explications là-dessus. Ce qui a pu étonner, choquer un certain nombre de gens, en tout cas ce qui est au cœur des discussions, ce sont les sommes qui ont été versées entre 3 900 et 7 900 euros par mois au regard des missions qui sont exercées. Vous le savez, vous avez des assistants, des collaborateurs parlementaires, ça vous paraît pas excessif? Moi, je voudrais vous dire d'abord que j'ai absolument aucun doute sur l'intégrité de François Fillon et par ailleurs, j'ai aussi absolument aucun doute sur l'intégrité de Pénélope Fillon. Et si j'avais un doute quelconque, d'ailleurs, primaire ou pas primaire, je ne serais pas derrière. Et donc, je crois que toutes ces pièces qui ont été annoncées, qui pour certaines ont déjà été déposées, leveront les derniers doutes que les Français pourraient, eux, avoir. Sur la question de la pratique d'avoir comme collaborateur parlementaire un membre de sa famille. C'est légal. C'est le cas de pas mal de parlementaires. Vous-même, ça vous y avez eu recours correspond à ou une pas? réalité. Pas du tout. Moi, j'ai jamais eu aucun membre de ma famille comme collaborateur parlementaire. Mais pour que les choses soient complètement claires, si vous me posez la question, j'ai eu 2 collaborations occasionnelles avec des membres de la famille de mon ex-mari. Quand j'ai commencé ma carrière parlementaire, quelques mois pour tenir le standard en attendant de trouver une assistante permanente, et plus tard parce que je cherchais quelqu'un qui avait une spécialité dans le milieu social, et j'ai eu une assistante spécialisée sur les questions de handicap qui se trouvait être une cousine de mon ex-mari dont j'ai fait la connaissance à cette occasion-là en la recrutant. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, qui est complètement légal, qui est complètement transparent. Il faut pas renoncer à ça comme le demandent les candidats socialistes à la primaire aujourd'hui. Feuilles de paye, c'est
déposé d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est déclaré aux impôts, c'est déclaré, c'est transparent, c'est sûr. Ouais, en revanche, ce qu'on a appris aussi, ce que révélait le Canard enchaîné, c'est qu'elle a travaillé aux côtés de son mari. Et il l'a très, très bien expliqué hier soir, mais après, aux côtés du suppléant de François Fillon entre 2002 et 2007, quand François Fillon ne siégeait plus à l'Assemblée, ça peut paraître aussi plus surprenant. Bah là aussi, c'est assez commun. Vous savez, quand un député devient ministre, donc son suppléant devient député à sa place, et très souvent, le suppléant reprend les assistants, quels qu'ils soient, de son député titulaire. Il les reprend pour une bonne raison, qui sont que les assistants, ils connaissent le terrain, ils ont les contacts, parce que c'est beaucoup un métier de contact, assistant parlementaire. Ils ont les contacts. Et je vais vous dire, moi-même, quand j'étais député, que je suis devenu ministre, mon suppléant a choisi de reprendre mes assistants qui n'étaient pas des membres de ma famille. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas de membres de ma famille, mais il a choisi de reprendre mes assistants. Alors, c'est bien que reprendre les assistants du titulaire, ça a du sens parce que c'est une façon de s'inscrire dans sa continuité. Comme c'est quand même lui qui a été élu, c'est plutôt une façon habile et politique de faire les choses. Est-ce que la candidature de François Fillon, aujourd'hui nous sommes à 86 jours du premier tour de l'élection présidentielle, est-ce qu'elle est fragilisée ? La candidature de François Fillon, elle est forte, et elle est forte du fait de la primaire. Moi, évidemment, je vois bien à quoi sert cette polémique aussi. Elle sert à effacer quelque chose qu'auraient pu sinon constater tous les Français, qui est qu'à droite, il y a eu une primaire réussie. Et c'était pas si simple, parce que c'était notre première primaire à droite. Et attendez, tout le monde disait, oh la droite, c'est pas notre culture, les gens vont pas aller voter, on va se déchirer. Bon, alors la primaire, c'était il y a 2 mois, réussie. Elle a été réussie. Vous êtes d'ailleurs ce matin l'expression du rassemblement. Ça se balaye pas comme ça, parce que François Fillon, il en est issu. C'est une candidature forte. Vous me posez la question de la force de sa candidature. C'est une candidature forte parce que c'est une candidature qui est issue de ce grand mouvement-là. Il a lui-même provoqué un grand mouvement dans la primaire, et c'est issu de cette primaire réussie. En face, on va avoir un socialiste qui est d'une primaire dont on ne sait toujours pas et on ne saura sans doute jamais sur la combien il y avait de votants. François Fillon, si vous voulez vous bien. permettez, c'est une élection présidentielle, oui, donc je parle aussi de l'opposition. Enfin, l'opposition, en mais l'occurrence, c'est la majorité aujourd'hui. Du discours aujourd'hui. qui va faire dimanche après-midi. Mais je veux en parler aussi, je voudrais parler de tout. Mais simplement, c'est contre eux qu'on va être aussi. Donc on peut aussi faire remarquer que la légitimité des candidats socialistes, entre ceux qui ne veulent pas se soumettre à la primaire et ceux qui sont allés dans une primaire dans laquelle on ne saura jamais combien il y avait de votants, et du coup, on peut toujours avoir un doute. Nathalie Kosciusko-Morizet, on pourra parler du programme du candidat socialiste quand il sera désigné. Ce sera dimanche après-midi. Là, je parlais de la procédure de désignation. Parlons peut-être aussi des propositions de François Fillon. Il fait son discours qui sera le premier discours fondateur de campagne dimanche après-midi. On a beaucoup dit qu'il avait besoin de rassembler autour de lui, besoin pour cela d'élargir son discours, de faire des gestes en direction des classes populaires, de rassembler autour de lui les centristes. Vous aviez appelé à ça d'ailleurs au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il doit dire, François Fillon, dimanche après-midi pour ouvrir sa candidature ? Moi, je pense, peut-être au risque de vous surprendre, parce que j'entends ici ou là ceux qui disent qu'il faut amodier telle partie du programme, et je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour enrichir le programme. Mais je pense que la première attente, c'est de partager le sens de cette candidature. Qu'est-ce qu'on veut pour la France ? Quel est le projet pour la France ? Je m'explique. Dans la primaire de droite, on a beaucoup parlé des mesures. Et c'est bien normal, parce que si vous voulez, c'est tout le monde la même famille politique, c'est tous la même famille politique, donc on partage une certaine vision de la France, raisonnablement, on a des choses en commun. Et donc on a beaucoup débattu sur les mesures. Ce qui est normal, c'est ce qui peut intéresser les gens, c'est de savoir ce qu'on prévoit pour eux. Ce qui est normal, mais je pense que là, on n'est plus dans la primaire, on est dans la campagne présidentielle, et donc on a aujourd'hui aussi des visions, des objectifs de la France, de la société française, qui sont légitimement différentes de la gauche. Et donc, moi, avant qu'on entre dans le débat des mesures, je souhaite en quelque sorte qu'on remonte le débat et qu'on parle de ce que c'est que nos objectifs pour la France, l'objectif qu'on veut atteindre. Je voudrais juste vous dire un mot là-dessus. Il y a une grande différence dans la vie entre les efforts et les sacrifices. Les efforts, c'est ce qu'on fait parce qu'il y a une espérance, pour atteindre un objectif. Les sacrifices, c'est ce qu'on fait parce qu'on n'a plus le choix. Parfois, ça se présente de la même manière. Oui, une mesure, ça peut être un effort ou un sacrifice, mais la différence, c'est l'espérance qu'on y met. Vous parlez d'effort ou de sacrifice, pour l'instant, c'est davantage la dimension sacrificielle de ce projet qui a été reçu quand on dit il faut 500 000 fonctionnaires de moins, il faut travailler davantage, bon, très bien, mais c'est ce qu'on retient. Mais vous avez entièrement raison, et c'est parce que vous avez raison que je pense qu'il faut retrouver aussi le fil du discours et expliquer pourquoi on veut faire tout ça.
Encore une fois, C'est les ce qui manque sacrifices, aujourd'hui au c'est ce discours qu'on de fait François quand Fillon. on n'a plus le choix. Il y a plus de sous, il faut couper. Là. C'est sacrifice. L'effort, c'est ce qu'on fait parce qu'on veut encore que la France soit grande. On veut encore que nos enfants puissent grandir, n'aient pas envie tous comme ça d'aller partir faire leur vie à l'étranger, ne se disent pas tous que leur avenir n'est plus en France, ne se disent pas qu'on va leur demander de financer un système social dont ils ne bénéficieront pas. Ce qui est la réalité aujourd'hui de la jeunesse en France. Que Nathalie Kosciusko-Morizet, Moi, je veux qu'on sache pourquoi on fait tout ça. Si le sens n'est pas donné à ce discours, c'est que les électeurs filent vers la gauche, je ne sais pas, mais peut-être vers Emmanuel Macron, qui semble aujourd'hui davantage capté autour de lui, en tout cas dont les discours, les meetings font florès. Le risque, si on ne réussit pas à partager le sens qu'on donne aux mesures avant même les mesures, c'est la désespérance ou l'illusion. L'illusion, parce que voilà, on peut se bercer de rêve, c'est toujours un doux Valium, et la désespérance parce qu'on n'y croit plus, parce que justement on est dans le sacrifice. Moi je crois que partager le sens, partager une espérance avant de mettre en avant les mesures pour l'atteindre, c'est très important. Et moi personnellement, c'est ce que j'attends de ce discours fondateur. Je dis fondateur parce que là, on va être dans le début de la campagne. Nous, cette période de la campagne socialiste, c'est bien normal. Il y a eu la primaire de droite, maintenant il y a la primaire de gauche. Mais cette période, c'est pas la meilleure période pour nous. Tous les médias sont sur la primaire socialiste. C'est bien normal. Encore une fois, je suis pas jalouse. On parlera du discours de François Fillon. Mais il y a un moment dimanche, où il faut qu'on connaisse les candidats et qu'on puisse faire campagne présidentielle. Tout dernier mot, vraiment. oui ou non, Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà, vous serez candidate dans la 2e circonscription de Paris. Certains dénoncent un parachutage. C'est pas le sujet ici. Si vous êtes je suis élu, présidente de l'opposition parisienne sur tout Paris, donc je vous confirme que c'est pas le sujet. Si vous êtes élu et que François Fillon est élu président, s'il vous appelle au gouvernement, vous lui direz oui ou vous préférerez vous consacrer à vos travaux de parlementaire? Alors moi j'ai toujours dit, y compris pendant la primaire, vous savez, quand il y en avait qui disaient non, moi ministre, moi Premier ministre, jamais. Je trouvais qu'il y avait derrière ce genre de propos une espèce de vanité immense. On est là pour servir la France, pour servir les Français, pour servir des projets qu'on a pour la France, et puis à tout moment on se pose la question de savoir quel est le meilleur moyen de le faire. Donc le genre qui dit à l'avance, je ferai ci, je ferai pas ça, c'est pas moi. Nathalie Kosciusko-Morizet qui ne dit pas non, donc ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet, merci Fabienne Amias. Vous avez remarqué que ceux qui vous disent à l'avance, je ferai ci, je ferai pas ça, en général sont aussi ceux qui changent d'avis le plus vite possible. C'est comme en foot, quand en général on dit j'ai confiance dans l'entraîneur, c'est qu'il est viré 3 jours après. Donc il vaut mieux éviter les grandes déclarations comme ça. Je suis assez d'accord avec vous. Merci de votre franchise. Restons prudents.